bienvenue dans ce nouvel épisode de Force Vive, la série produite par Hello Asso, la solution de paiement 100% offerte aux associations qui depuis 16 ans accompagnent les associations à mener à bien leurs projets afin de faciliter l'engagement citoyen. Alors je suis Gaben, responsable de l'engagement chez Hello Asso et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maxime pour nous aider à prendre de la hauteur sur la thématique de la fraternité. Maxime, est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler les raisons de ton engagement personnel? Merci, avec plaisir. Donc Maxime Gaudubois, aujourd'hui je représente l'association Voisins Solidaires au titre du laboratoire de la fraternité qui réunit une vingtaine de membres et qui publie un baromètre de la fraternité chaque année le 4 février. Sur mon engagement personnel, je crois vraiment qu'il est issu d'une espèce de chance incroyable qui m'a été donnée, d'avoir pu être confronté à une diversité d'écosystèmes, de milieux culturels, intellectuels, géographiques, sociaux, et de voir la richesse de chacun de ces écosystèmes et l'inéquité qui est engendrée par les plafonds de verre que chacun a à se connecter aux autres écosystèmes. Donc voilà, j'ai fait un choix conscient dans ma vie personnelle et professionnelle d'essayer de rendre un petit peu de cette chance en permettant de mettre les personnes en lien. Alors on va commencer avec une question très simple. La fraternité, on la connaît tous dans la devise de la République française. On entend beaucoup parler de la liberté, de l'égalité, un peu moins de la fraternité. Et du coup, c'est quoi exactement la fraternité et pourquoi c'est important d'en parler? C'est important d'en parler justement parce que elle est un petit peu mise au second plan. La fraternité, comment la définir? Souvent, on la rapproche de la solidarité. Mais dans la solidarité, quelque part, il y a un aidant et un aidé. La fraternité, c'est tout le monde au même niveau. Il y a une forme d'égalité sur ce sujet-là. Mais c'est comment est-ce qu'on prend en compte l'autre dans nos vies et comment est-ce qu'on fait en sorte justement avec toute la diversité des individus de faire communauté. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte justement cette fraternité? Déjà parce que ça correspond à une aspiration des Français que de considérer cette fraternité comme utile. 83% des Français ils considèrent la fraternité comme étant un élément utile dans leur vie et parce qu'elle a des effets très concrets dans énormément de volets de nos vies. On a 82% de la population qui considère que ça a un effet important sur la santé mentale, grande cause nationale. On a 72% des personnes qui considèrent que ça a un effet sur la question de leur sentiment de sécurité. Et donc on voit finalement que la fraternité, elle vient toucher à toutes les dimensions de nos vies quotidiennes. Elle n'est pas forcément évidente à appréhender. Et c'est aussi pour ça que peut-être on la considère moins que les autres valeurs de notre devise, parce que finalement, comment est-ce que je prends en compte cette fraternité? 33% seulement des personnes qui considèrent la fraternité comme étant une valeur d'avenir. J'ai 50% seulement des Français qui considèrent que la France est un pays de fraternité. Alors que j'ai 84% des Français qui considèrent que la France est un pays de diversité. Or, la fraternité est aussi décrite comme étant un préalable à la diversité, puisqu'il faut que je puisse accepter l'autre tel qu'il est pour pouvoir justement rentrer dans un schéma de considération d'autrui, et donc d'accepter cette diversité, non pas comme étant un élément à côté, mais comme étant un élément qui fait partie de mon quotidien. Intéressant de voir que c'est compris, mais on n'y croit pas trop donc, dans les premiers chiffres, et le paradoxe avec ça m'est essentiel, mais c'est pas l'avenir, est intéressant, et puis ça fait écho avec un autre paradoxe qu'on va voir dans les questions suivantes. Mais avant ça aussi, là on parlait des citoyens qui sont interrogés. Pour les associations, en quoi ce sujet de la fraternité mérite particulièrement l'attention des associations? C'est un sujet absolument central, déjà parce que c'est entre autres par fraternité qu'un certain nombre de personnes s'engagent dans les associations. Donc finalement, on a un écosystème qui vit la fraternité comme étant un de ces éléments de base. Ensuite, un élément important qu'on a identifié dans le baromètre, c'est que c'est pas la peur qui freine les personnes dans leur capacité à se mobiliser sur le sujet de la fraternité. On n'a que 9% des personnes qui nous disent que la peur est un frein pour eux à mettre en place des actions plus fraternelles. Ce qui leur manque, c'est des opportunités. On a 46%, c'est le frein majeur, des personnes qui nous disent que ils pourraient mettre plus d'actions fraternelles dans leur vie s'ils avaient des opportunités, des occasions qui leur étaient présentées. Et finalement, que font les associations, le secteur associatif? C'est proposer des cadres, des espaces, des environnements, des moments dans lesquels on peut justement exprimer ce sujet de la fraternité simplement en le vivant, voire en mettant en place des actions très concrètes sur ce volet-là. Et donc, les associations, quelque part, sont un catalyseur de la fraternité, puisqu'elles permettent de diversifier les possibilités et les occasions
de se sentir fraternel. Et elles en bénéficient aussi, j'imagine. Dans une société plus fraternelle, on a tous le réflexe d'aller voir les assos pour ces activités. Complètement, il y a quelque chose qui est toujours dans les deux sens en réalité. Les associations permettent une société plus fraternelle, mais la société fraternelle a envie de s'engager pour l'autre et donc a envie aussi de participer et de donner la main quelque part. Quelqu'un m'a tendu la main, j'ai envie de tendre ma main également, et c'est là qu'on retrouve le schéma d'égalité que j'évoquais, où j'ai plus quelqu'un qui est au-dessus et qui est aidant d'un aidé, mais l'aider devient aidant de quelqu'un d'autre, et finalement on a quelque chose qui est complètement équilibré à l'échelle de la société. Un beau cercle vertueux, et ça du coup pose plein de questions, mais juste avant d'y rentrer, au Labo de la Fraternité, vous avez du coup sorti un baromètre que vous faites chaque année. Comment ce baromètre peut être utilisé par les associations comme une boussole pour plus mobiliser? Peut-être, j'imagine, rappeler en deux mots, c'est quoi un baromètre? Quelque part, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est un sondage. C'est un sondage IFOP où on est allé chercher l'avis des Français. Et donc, c'est du ressenti. C'est des éléments de retour des Français sur un certain nombre de questions qu'on est venu leur poser. Et la deuxième dimension qui en fait un baromètre, c'est la fréquence. C'est quelque chose qu'on vient interroger tous les ans avec les mêmes questions, les mêmes formulations. Chaque année, on vient nourrir, élargir les éléments qu'on va chercher, mais on a un socle de base qui nous permet d'identifier une évolution d'un certain nombre de dimensions qui sont importantes pour suivre ce qu'est la fraternité. Donc déjà, mieux la définir, récupérer des informations, des données, analyser ça, et aussi le mettre en perspective. Finalement, quels sont les risques dans tout ce qu'on vit dans la société, quels sont les risques qui pèsent sur la fraternité, et quelles sont au contraire les opportunités qui permettent de nourrir cette fraternité. Et donc c'est à ça que sert le baromètre qu'on publie chaque année avec l'ensemble du collectif du Labo de la Fraternité. Et comment les associations peuvent s'en saisir? Il y a plusieurs manières, je pense, dont les associations peuvent se saisir du baromètre. Déjà, ça permet d'avoir un discours objectif, mais un discours positif sur tous ces sujets-là, et qui donne un éclairage un peu différent de ce qu'on a dans la sphère médiatique de manière classique. Ensuite, ça permet aussi d'avoir une vraie prise de conscience d'un certain nombre d'effets potentiels de la fraternité. Et typiquement, des associations qui ont des actions qu'elles portent peuvent prendre conscience de certains effets non recherchées de leur action et potentiellement aller observer ça chez elles et mesurer ça, donc voir un peu les effets sérendipes que les associations peuvent avoir. Ça permet aussi d'ancrer le discours. Chaque association peut porter un discours, peut porter un plaidoyer, et ça donne du chiffre, de la donnée qualitative et quantitative qui permet de donner des éclairages sur tous ces discours. Plaidoyer que chaque structure peut porter de manière individuelle, mais peut aussi porter de manière collective. C'est typiquement ce qu'on fait au sein du labo. Comment est-ce que ensemble on arrive à partager et à porter la voix de la fraternité dans la sphère de l'économie sociale et solidaire. Le dernier volet, c'est que on voudrait vraiment que cet outil il soit à disposition des structures. Aujourd'hui, cet outil, il a sa réalité avec les questions qui ont été posées. Mais pour la version de l'année prochaine, si on a des associations qui viennent nous voir pour nous dire « Ah, mais ce serait hyper intéressant d'aller chercher cette donnée-là où on comprend pas bien ce sujet, si on pouvait avoir un éclairage en posant une nouvelle question dessus. » Génial, en fait, ça va venir enrichir la version de l'année prochaine du baromètre. Et donc, surtout que les associations n'hésitent pas à venir nous voir pour ça. C'est quelque chose qui est ouvert et dynamique. Elles peuvent venir vous suggérer des évolutions. Avec grand plaisir, et puis ne serait-ce que d'avoir leur avis ou leur éclairage à elles, c'est extrêmement riche. Si on prend le baromètre, le document, vous avez toute une partie qui parle juste des chiffres et de leur analyse, et puis vous avez une partie ensuite qui correspond à chaque structure du labo. Quel éclairage est-ce que ça donne sur ses propres actions? Comment est-ce que l'expertise de chacun des acteurs permet de donner un angle de vue différent sur les mêmes chiffres qui sortent du laboratoire? Et donc il y a une richesse extraordinaire à ce que chacun puisse commenter, se saisir de ces sujets et réutiliser ces données-là et pouvoir alimenter la suite. Merci pour ces précisions sur le baromètre. Du coup, je parlais de paradoxes et de questions qui me venaient. Il y en a notamment une qui m'a assez marqué, c'est deux chiffres, 77% dans les deux cas. 77% des interrogés déclarent a priori se méfier d'un inconnu, et en même temps 77% déclarent être prêts à faire davantage d'actions de fraternité. Qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe? Déjà, on peut effectivement s'arrêter sur ce chiffre-là qui parle, 77% de gens qui sont méfiants a priori sur une personne qu'ils ne connaissent pas. C'est a priori, quand on regarde les chiffres à l'international, une spécificité française, c'est quelque chose qui est assez majeur, et en plus, malheureusement, c'est un des chiffres dont l'évolution est
assez significativement à la hausse. Pour autant, ce qui compte, c'est ce qu'on en dit de ce chiffre. On peut avoir la réflexion directe de 77% de gens qui sont dans un schéma de méfiance a priori, veut dire que les gens se renferment, sont dans un schéma un peu de protection d'eux-mêmes et donc avec tout un tas de questions sur la sécurité. On peut prendre ce chiffre totalement dans un sens différent. On a 72% des gens qui nous disent que plus d'actions de fraternité, plus d'actions d'ouverture seraient à même de leur donner un sentiment de sécurité plus important. Donc finalement, la meilleure réponse à un sentiment de méfiance, c'est l'ouverture potentielle dans un cadre qui le permet. Et donc, on a un constat qui est aujourd'hui, il y a un schéma de méfiance dans la société, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et finalement, aujourd'hui, on a la majorité des gens qui nous disent on a envie d'agir, on a envie de mettre en place plus d'actions fraternelles et de solidarité parce que c'est pas forcément la société dans laquelle on a envie de vivre, ce volet de méfiance. C'est juste qu'aujourd'hui, on observe que c'est ça qui ressort en majorité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce paradoxe que tu évoques, en réalité, il y en a plein. Quand on regarde un petit peu justement tous les chiffres, il y en a un autre qui est que 70% des gens considèrent que la diversité est une richesse. Et 70%, de nouveau le même chiffre, considèrent que c'est une source potentielle de conflit, cette diversité. De même, on peut avoir des lectures qui sont très différentes sur ces sujets, mais attachons-nous à chaque fois à avoir ce constat et qu'est-ce qu'on veut en tirer comme action pour la société que l'on souhaite défendre et proposer. Être OK avec un constat, ça suffit pas pour agir. On a des gens qui veulent agir, mais comment le faire? C'est pas forcément immédiat, c'est pas forcément clair. Et je pense que c'est à cet endroit-là aussi que tout l'écosystème associatif a sa place, que tout l'écosystème d'Hello Asso prend potentiellement justement part à ce volet. Comment est-ce qu'on accompagne les citoyens, comment est-ce qu'on accompagne la société à s'emparer de ce sujet et à mettre en place plus d'actions de fraternité dans son quotidien. En écoutant tout ça, j'ai quand même l'impression que la fraternité est au cœur de l'innovation sociale et de la transformation collective. Ouais, complètement. Et il n'y a qu'à voir le nombre de projets associatifs qui trouvent leur origine dans une action fraternelle assez naturelle qui s'est passée pour quelques personnes et où ils se sont dit, finalement, ce truc-là qui s'est passé pour nous, on aimerait le mettre à disposition à plein d'autres et donc ils en ont créé tout un projet qui est devenu une association par la suite. Et je pense que la fraternité, elle a vraiment sa place à cet endroit parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, la fraternité, c'est s'ouvrir à l'autre dans sa diversité. Et quand on a quelqu'un qui a un historique différent, des compétences, des vécus qui sont pas les mêmes, on a des angles de vue qui sont pas les mêmes sur un sujet, ça permet de mieux appréhender quelque chose, ça permet aussi de trouver de l'intelligence à l'interface entre plusieurs domaines qui souvent sont un petit peu dans des silos. Et donc, cette fraternité, elle permet de penser les choses de manière collective et assez intelligible. On peut prendre des exemples très concrets sur tout ça. On a par exemple des crèches qui se sont développées dans des EHPAD parce que finalement on s'est rendu compte que de mettre en lien ces deux populations-là sur lesquelles on a des sujets particuliers à traiter permettait d'avoir un effet amélioratif hyper intéressant. On peut prendre l'exemple du Grand Bain sur Marseille qui vient jumeler des classes de primaire, des quartiers qui cumulent un certain nombre de difficultés avec des quartiers qui ont potentiellement des réalités sociales qui sont pas les mêmes et cette mixité-là, elle vient générer quelque chose d'extrêmement intéressant pour ces populations. Et sur le sujet des transformations collectives, clairement aussi, parce que faire une transformation collective, une transformation voire même de société, ça peut pas se faire seul, donc il faut faire ensemble, et faire ensemble, c'est faire dans un schéma de fraternité où on prend en compte les avis des uns et des autres. Aussi parce que quand on vient porter des politiques publiques, si la politique publique est guidée par un intérêt fraternel, on a quelque part une ligne directrice qui va être extrêmement intéressante. Quand on voit des conventions citoyennes qui permettent d'impliquer le citoyen en tant que partie prenante d'un sujet, on voit très bien que la richesse de ce qui ressort de ces conventions est extrêmement intéressante. Et donc, comment est-ce qu'on arrive ensuite à utiliser cette matière pour que ça aboutisse à une politique publique structurée et fonctionnelle sur tous ces volets? Il y a énormément de choses particulièrement intéressantes à développer autour de tout ça. Je pense que c'est quand même important de l'évoquer sur la partie transformation collective. Oui, la fraternité est un levier majeur qu'il faut prendre en compte pour permettre ces transformations. Pour autant, aujourd'hui, on est dans une ère
requiert de l'immédiateté et il ne faut pas penser que ces transformations collectives, elles vont pouvoir arriver en un clin d'œil, en un claquement de doigts. On est sur quelque chose qui prendra forcément du temps et sur lequel il faut accepter de prendre des petites marches qui permettent d'aller vers du mieux petit à petit. Et en plus de l'innovation sociale, de la transformation collective, je trouve qu'il y a un chiffre du baromètre aussi qui m'a marqué. 84% déclarent être heureux grâce aux autres. Et donc ça, c'est une conviction qu'on porte chez Hello Asso et qui ne nous surprend pas. Ce qui nous rend heureux, c'est avant tout nos liens avec les autres. De notre côté, on avait fait un baromètre avec Opinionway, le baromètre de l'engagement citoyen, dans lequel on voyait que 74% des Français déclarent que l'engagement est indissociable du lien social. Donc on a besoin d'engagement, on a besoin de fraternité. Et donc concrètement, qui agit pour et comment on s'empare de tous ces concepts dans la réalité? Énormément d'acteurs agissent pour. Si on reprend les éléments du baromètre qui correspondent à quelque chose de perçu, on voit que 73% des citoyens considèrent que les associations en font suffisamment sur le sujet de la fraternité, sont des acteurs majeurs de la fraternité. On voit que il y a 62% des gens qui considèrent que les institutions travaillent également suffisamment sur ce volet-là. Et on voit que seuls 38% des gens considèrent que le citoyen en fait suffisamment sur le sujet de la fraternité. Donc finalement, c'est un petit peu cette sphère de l'individu qui ne serait pas encore tout à fait au niveau de la fraternité. Et surtout, pour moi, tout ça, ça dessine un défi commun. Un défi commun de comment est-ce que on est tous co-responsables de ce sujet-là. Associations, institutions, citoyens, entreprises. En réalité, tout acteur de la vie publique, d'une manière ou d'une autre, doit pouvoir apporter sa brique à l'édifice de la fraternité. Et comment est-ce que, justement, on s'en empare pour les associations qui, on l'a évoqué, font déjà potentiellement beaucoup de choses dessus, mais il y a peut-être la brique d'impliquer le citoyen, non pas seulement en tant que bénéficiaire, mais aussi en tant que partie prenante, et du coup de rentrer dans ce sujet du faire ensemble qui implique et qui mobilise dans le temps long et qui est intrinsèquement relié à la fraternité. Et on peut aussi citer des initiatives justement pour que tout le monde se sente en capacité d'agir. On a par exemple le bénévolat inclusif par Benenova qui vise justement à ce que des populations handicapées soient pas seulement bénéficiaires d'aide, mais en réalité puissent aussi donner un certain nombre d'actions bénévoles pour aider leurs prochains. On peut citer l'heure civique, dont la vocation est de dire parfois l'engagement ça fait peur, je sais pas combien de temps on va me prendre, je sais pas sur combien de temps, et puis si je donne un petit peu on va me demander beaucoup par la suite. Non, en fait je peux me mettre à disposition juste pour donner une fois, 1 heure de mon temps pour aider un voisin qui aurait un petit besoin, et j'ai pas d'engagement dans le temps, c'est quelque chose qui est court, où je vois tout de suite la valeur ajoutée. Et donc si les associations arrivent à dessiner des petites briques très faciles pour rentrer en lien avec elles, d'un seul coup, elles deviennent plus accessibles aux personnes qui ne sont pas forcément formées ou sensibilisées ou acculturées à ce qu'est le monde de l'engagement et comment est-ce qu'on arrive justement à ouvrir les portes de ce monde de l'engagement pour que les citoyens puissent s'en emparer à tout niveau d'investissement potentiel. Ça paraît très clair. Par contre, j'imagine que c'est pas si simple. On fait face à quel frein quand on veut mettre en place des démarches de fraternité? Ce qui ressort du laboratoire, c'est 3 chiffres majeurs finalement pour les personnes. Mettre en place plus d'actions de fraternité se heurte en 1 pour 46% des gens au manque d'occasion, au manque d'opportunités. Si finalement on frappait plus souvent à leur porte pour proposer quelque chose qui pourrait peut-être convenir, il y aurait plus de personnes qui rentreraient dans ces démarches-là. En 2, on a 28% des personnes qui disent simplement c'est un manque de temps. Il y a plein de priorités qui sont là dans la vie et du coup il n'y a pas forcément le temps suffisant pour pouvoir mettre en place ces actions supplémentaires. Et puis en 3, on a 17% des personnes qui considèrent que c'est le manque de structure adaptée et que finalement s'il y avait des espaces particuliers travaillés pour permettre ces rencontres et cette fraternité, on aurait quelque chose de plus facile pour eux à mettre en place. Et je rappelle que le sujet de la peur d'aller vers l'autre arrive bien plus loin et il n'y a que 9% des gens qui l'identifient comme étant un frein à mettre en place des actions de fraternité.
C'est du coup hyper intéressant et j'imagine que vous avez déjà identifié des idées pour lever ces freins aux actions de fraternité. De nouveau, il y a pléthore de possibilités pour lever ces freins. Déjà, c'est la raison d'être d'une partie des structures associatives que de lever un certain nombre de freins au faire ensemble, au vivre ensemble et donc à ce sujet de la fraternité. Ensuite, il y a plein d'effets sérendipes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des associations qui portent des actions avec une certaine volonté, sauf que la réalité, c'est que ces actions permettent plus de fraternité. Et donc, sans forcément chercher cette fraternité, le résultat de leur action vient jouer avec ce sujet de la fraternité. Enfin, on a le volet de l'ouverture à la diversité. Et donc, tous les espaces de rencontre, comme je l'évoquais tout à l'heure, la diversité est intrinsèquement reliée à ce sujet de la fraternité. Et donc, tous ces espaces de rencontre permettent à cette fraternité d'exister. Pour autant, on peut prendre la question presque dans l'autre sens. Finalement, c'est quoi les leviers majeurs qui permettent la fraternité ? Si on prend ce qui ressort justement du baromètre sur ce sujet-là, ce qui ressort, c'est l'éducation à la paix. Pour 31% des sondés, c'est pour 28% je crois des sondés l'éducation à l'empathie et pour 26% des sondés l'éducation à la diversité. Et donc on voit que ce sujet de s'éduquer à l'autre et à cette diversité est quelque chose d'absolument central. Or, de nombreuses associations ont pris comme levier d'action ces volets-là. Si on prend le sujet comment les politiques publiques pourraient faire mieux sur le sujet de la fraternité, on se retrouve avec de nouveau le sujet de l'éducation qui vient et l'éducation à la fraternité dès le plus jeune âge, qui ressort en majeur avec plus de 60% des sondés qui l'identifient comme un levier principal. En deux, on a les métiers du soin qui arrivent, je crois, pour 39% à peu près des sondés. Et en trois, c'est l'existence de lieux alternatifs, de lieux de lien social dans les villages ruraux, dans les villes, les tiers-lieux. On va avoir le Kawa, Yes We Camp ou la SIC Communil qui vont mettre en place des espaces de ce type-là qui permettent justement ces rencontres et cette fraternité. Et donc, si on veut être très concret sur comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses sur ce sujet en tant que structure associative. En un, c'est la question de la coopération. C'est la question de se mettre en lien aussi nous, parce qu'il y a une forme de diversité et de richesse également à l'échelle des structures. Et comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte cette diversité-là dans les actions des uns et des autres. Et en deux, on va avoir se mobiliser dans son quotidien. Comment est-ce que chacun arrive à faire cette petite marche qui a été évoquée. Comment est-ce que les associations arrivent à dessiner un espace facile d'accès à leurs actions pour que les gens puissent finalement peut-être venir y goûter. Avec leur civique qui était évoqué tout à l'heure par exemple, ou finalement le 1% fraternité qui était évoqué par Tariq Ghezali, si chacun de nous donnait 1% de son temps, de son argent ou de son investissement sur le sujet de la fraternité, peut-être que ça deviendrait accessible à tous parce que 1% finalement tout le monde est en capacité de venir offrir cette part-là. C'est hyper clair. Tu as commencé à citer des exemples. Est-ce que tu en as d'autres sur le sujet qui agissent déjà maintenant? Ouais, beaucoup trop malheureusement pour pouvoir tous les citer, mais on veut juste commencer un tout petit peu cette revue. Je trouve que l'initiative des passeurs de bonheur de la Fabrique Spinoza est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Comment est-ce que chaque citoyen peut se dire le sujet d'étude de la Fabrique Spinoza c'est le bonheur, et comment est-ce que moi en tant que citoyen je peux faire un peu passer ce bonheur-là de main en main et le rayonner un petit peu partout. Et est-ce que demain on aurait des passeurs de fraternité qui s'empareraient de ce sujet de la fraternité en même temps que le sujet du bonheur? On va avoir Tifki Vivre Ensemble par exemple qui sur la base de rendez-vous en terre inconnue vient faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas autour d'une activité qu'ils ne connaissent pas. Ils viennent découvrir un petit peu ça ensemble. C'est une occasion de rencontre qui permet justement cette mixité qui a l'heure civique que j'évoquais tout à l'heure et qui permet juste de se dire toute personne qui est prête à donner une fois de temps en temps un petit coup de main dans son voisinage peut lever la main et être mobilisé dessus. Il y a les petites cantines avec des restaurants de quartier à prix libre et qui sont de nouveau une occasion de faire à manger ensemble, de manger ensemble et de partager autour de cette question du repas. Et il y a Samedi Bien, l'initiative de Benenova qui vise un temps convivial une fois par mois, un samedi où on vient passer ce moment-là, et c'est aussi l'occasion
l'occasion de donner un petit coup de main, soit à un projet, soit à une personne du quartier. Il y en a pas mal des initiatives. Est-ce que c'est du coup une bonne nouvelle parce qu'il faut démultiplier, ou est-ce que il y a un risque de dilution de l'impact à être aussi nombreux sur le sujet? Je comprends ce volet de risque de dilution, et forcément on a un sujet à faire attention à pas réinventer la poudre, parce que bien souvent quand on a une bonne idée, il y a quelqu'un dans une autre ville en France qui a eu cette même idée et qui l'a mise en place et qui l'a poussée. Donc gardons cette attention à prendre en compte tout ce qui existe déjà et à partager et à se mettre en lien. Par contre, c'est une très bonne nouvelle qui est cette grande diversité de projets, pour deux raisons principales à mon sens. La première, c'est le volet de diversité qui a été évoqué tout à l'heure. Si on est chacun différent, si on veut prendre en compte tout le monde, il faut qu'il y ait une diversité de solutions. Il n'y aura pas une solution universelle qui permettra à tout le monde de s'y retrouver. Donc il faut qu'on ait une diversité, une grande diversité de solutions pour pouvoir toucher tout le monde de la même manière. Et la deuxième dimension qui est absolument essentielle dans ce sujet de diversité, c'est le sujet du local. Il y a plein d'initiatives qui sont nationales, mais il y en a beaucoup plus qui sont locales, correspondant à un contexte, à une situation, à des populations, à une culture donnée. Et du coup, c'est des solutions qui sont tout à fait adaptées. Alors parfois, on a l'impression que y a plusieurs solutions qui sont les mêmes. Bien souvent, quand on regarde un peu plus dans le détail, elles sont pas tout à fait les mêmes, elles n'ont pas les mêmes approches parce que elles sont adaptées à ces territoires. Et donc tant mieux, et il faut qu'il y ait encore plus d'initiatives pour que chaque territoire, chaque localité puisse avoir quelque chose qui lui corresponde et qui lui soit adapté. Merci beaucoup Maxime de nous avoir présenté le baromètre, de nous avoir aidé à comprendre le sujet et ses enjeux. Tu nous as donné plein de pistes de réflexion, de bonnes idées et d'envie aussi. Si tu devais pour la fin résumer ton message, ce serait quoi la conclusion et le conseil que tu donnerais aux associations qui nous écoutent? Je ne sais pas si j'ai un conseil à donner, mais en tout cas, je dirais juste merci. Je trouve ça trop cool de participer à cet écosystème qui est extrêmement riche, et tous les jours, je découvre des nouvelles initiatives portées par des porteurs de projets qui sont extraordinaires. Donc juste merci de faire vivre cette fraternité en permanence. J'ai l'impression que la porte qui serait intéressante collectivement à franchir, c'est réussir à designer collectivement pour chaque association une espèce de marchepied facilitant l'accès à l'engagement, qui est un mot qui fait peur, mais en fait qui peut être hyper facile et hyper sympa et convivial si justement on réduit le niveau d'ambition qu'on a dès le début. Et ça permet en fait de faire naître aussi des vocations et d'avoir des personnes qui ensuite vont s'engager très fortement. Dans la continuité de ça, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un petit sujet à passer du besoin à l'envie. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens ne donnent pas un coup de main uniquement quand il y a un besoin particulier, mais que le fait d'avoir envie de faire les choses ensemble soit suffisant pour pouvoir déclencher une action de solidarité, une action de fraternité qui permet justement de porter un peu haut ses couleurs. Et puis simplement ce que vous faites là, vous et l'OASO, avec ces interviews, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire corps, comment est-ce qu'on arrive à tisser du lien avec l'ensemble de l'écosystème. Et ça, je pense que c'est extrêmement riche et précieux, et il faut qu'on le développe. Et puis peut-être juste un dernier message, c'est juste que on parle de fraternité parce que c'est l'objet qui nous a réunis avec la vingtaine d'acteurs qui appartient au collectif du Labo de la Fraternité à l'heure actuelle. Pour autant, ce mot-là, il nous appartient pas, évidemment. L'enjeu, c'est comment est-ce que tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui œuvrent d'une manière ou d'une autre à la fraternité peuvent se sentir les bienvenus dans un lieu commun. On parlait de tiers-lieux tout à l'heure, mais parfois ces tiers-lieux ne sont pas forcément physiques, et qu'on est en train de porter une réflexion à l'heure actuelle au sein du labo, justement pour se dire, il y a les acteurs qui sont prêts à mettre de l'énergie, du temps, un peu d'argent directement dans l'objet Labo de la Fraternité, mais tous ceux qui veulent graviter autour sont les bienvenus, et avec grand plaisir justement pour accueillir chaque bonne volonté qui voudra se lier au labo. Et en conclusion également, est-ce que tu aurais une ressource à nous recommander? De nouveau, c'est difficile, il y a tellement de sujets potentiels. J'aime particulièrement Voyage en Misarchie d'Emmanuel Docès, qui vient présenter un monde qui est structuré par des associations et qui vient parler finalement de comment est-ce qu'on pourrait penser la fraternité un peu différemment. Donc ça peut être très intéressant. Ou alors Le courage de la nuance de Jean Birnbaum, qui vient aussi ouvrir ce sujet de aujourd'hui, par les médias ou le débat, on vient souvent polariser
la discussion en oui, non, pour, contre. Comment est-ce qu'on arrive aussi à remettre de la nuance dans l'ensemble des propos. Et remettre la nuance, c'est accepter le point de vue de l'autre, c'est accepter la vérité de l'autre, et du coup c'est une posture qui est très fraternelle. Et tu parlais avant de faire du lien dans l'écosystème, justement, qui aimerais-tu voir au micro d'un prochain épisode Je pense que Stéphanie Andrieux pourrait être très intéressante. Elle porte au sein de la Fondation de France une dimension spécifique sur le sujet du lien social, qui a son comité d'action dédié maintenant, donc qui pourrait porter un petit peu ces échanges-là. Alexandre Jost, qui a fondé justement la Fabrique Spinoza que j'évoquais tout à l'heure, pourrait parler dans la continuité de ce discours sur la société des liens. Une très belle étude qu'ils ont sortie en début d'année, où Guillaume et lui, qui travaille chez Tenzing Conseil, et l'objet de travail actuel, c'est les modèles de financement, les modèles socio-économiques du secteur associatif. Et ben voilà, c'était tout pour nos questions. Merci beaucoup encore Maxime d'y avoir répondu. Avec grand plaisir. Et bonne journée. Merci, pareillement.